Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. Ce soir c'est une nouvelle Pechakucha Night. Night en fait c'est un bien grand mot parce que ça va durer très très vite, à la vitesse de la lumière, ou plutôt la vitesse du neutron. Donc nous allons commencer par vous expliquer déjà le principe 20 x 20. 20 x 20 comme 20 images de 20 secondes. Nos participants ont donc 6 minutes 40 pour nous expliquer un, deux ou plusieurs projets qu'ils ont sur le cœur. Aujourd'hui, c'est sur le thème de la lumière. Pechakucha veut dire quelque chose pourrait se traduire en anglais par chit-chat, ou nous, on pourrait le parler de bruit de la conversation. Donc c'est au fond sur le principe d'une conversation pour présenter rapidement des gens souvent très intéressants, et effectivement de les mettre en avant à travers ce genre de participation, comme aujourd'hui aux nuits de la musée, à la nuit du musée. Voilà. Alors au début, quand on a commencé Pechakucha, il y avait 170 villes qui ont participé. Aujourd'hui, il y en a 445. Donc c'est vraiment un réseau de villes. Il y a une Pechakucha pratiquement tous les jours, parfois plusieurs dans la même soirée à travers le monde. Donc c'est un phénomène qui est assez intéressant. Et je vais surtout laisser la parole à notre premier invité, Monsieur Libero Zupiroli, qui est professeur, physicien, très connu à l'EPFL et puis en Europe dans le monde scientifique. Il dirige le laboratoire d'optoélectronique des matériaux moléculaires. Il a développé notamment le OLED, qui est vous allez dire que je vulgarise, hein. Mais qui essaye d'améliorer la lumière à travers du liquide organique. On verra. Et il est aussi auteur du livre Traité de la lumière et Traité de la couleur. C'est des très beaux livres que vous avez aussi également en vente ici. Et aussi un pamphlet sur le monde universitaire. Il a beaucoup bousculé le monde académique à ce propos, mais pourtant il a reçu le prix du meilleur professeur par les étudiants. Donc, ça doit aller ensemble. Voilà. Eh ben, je vous passe la parole, et c'est à vous. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce soir, deux artistes, Daniel Schlepfer et Christiane Grimm, et un scientifique, moi-même, vont vous inviter à une rencontre importante, celle de la lumière divine, lux, et la lumière humaine, l'humaine. Cette rencontre va avoir lieu à Ronchamp, qui est une église construite par Le Corbusier. Elle aura lieu plus particulièrement dans la tour que vous avez ici à gauche, qui capte la lumière solaire, la diffuse sur ses parois et la transforme en lumière divine. Vous voyez l'intérieur de la tour, l'arrivée de la lumière solaire, sa transformation. Et ici, la lumière divine vient à la rencontre sur un autel de la lumière humaine qui est représentée par cette chandelle. Or, la chandelle, c'est lumière et ombre. C'est ce que les artistes appellent le clair-obscur. Et les quelques tableaux que nous allons voir maintenant sont des tableaux de Georges de la Tour, qui utilise beaucoup le clair-obscur de cette chandelle. Et à travers ce clair-obscur, on traverse la vie, le temps, avec la naissance, la vie qui va avec ses lumières et ses ombres, et puis aussi une réflexion sur la mort, la réflexion sur la mort de Marie-Madeleine, ici, et enfin une réflexion sur la liberté dans ce tableau Le prisonnier. Donc le clair-obscur, c'est le temps qui passe, c'est le tragique et les joies de l'existence. Et c'est pour ça que, naturellement, ce clair-obscur fut largement utilisé au cinéma, et en particulier dans le cinéma hollywoodien de l'entre-deux-guerres, avec ces magnifiques films de la période de crise
des années 20. La lumière de la nature, elle est très différente. C'est une lumière qui est essentiellement une lumière de diffusion, comme la lumière divine, le bleu du ciel, les roses là, des nuages, toutes ces lumières-là sont des lumières de diffusion. Et les peintres, eux aussi, ont cherché à utiliser la diffusion. Vous avez ici un coucher de soleil de Turner qui montre cette manière suspendue de peindre totalement différente. Et nous nous arrêterons un moment aussi sur un tableau de Van Gogh bien connu dans lequel la diffusion est particulièrement importante, puisque vous voyez ici, vous ne sauriez pas dire d'où vient la lumière. Il n'y a pas de source de lumière particulière. Et pourtant, vous avez une lumière particulièrement brillante qui sort de là. Et Van Gogh explique lui-même qu'il l'obtient en mélangeant des couleurs complémentaires. Ici, le vert et le pourpre, ici, le jaune orangé et le bleu. Donc, dans l'art contemporain, souvent, l'ombre disparaît. Daniel Scheffer, lui, utilise aussi la diffusion dans ses installations d'une manière extrême. Et il nous offre des lumières pulpeuses. Vous les avez peut-être vues déjà derrière le rideau. Cette série d'installations vous donne un avant-goût de tout ce qui sera présenté bientôt à une exposition qui aura lieu en décembre de cette année et qui va s'intituler « Lumen et Lux », vous voyez. Et cette exposition sera accompagnée par la sortie d'un livre « Lumière du futur ». Dans ce livre, nous allons nous interroger sur les lumières qui nous sont offertes, celles qu'on peut acheter sur les étagères des supermarchés. Mais revenons un peu à la lumière diffuse, celle qui émane le visage de la Vierge de Giotto, que j'ai mis en relation avec les visages de la lumière de Christian Grimm. Ici aussi, la diffusion est très utilisée très fortement de manière à donner à ces images un caractère universel que je vous laisse apprécier. Interrogeons-nous maintenant sur les lumières du futur, celles qu'on peut acheter, comme je vous disais. Sont-elles des lumières diffuses ou du clair-obscur? Que penser de tout ça? Nous avons mesuré ces lampes et nous avons vu que dans certains cas, il y avait lieu de se méfier un peu du résultat. Vous avez ici un même tableau qui est vu soit en lumière du jour, soit en lumière dite lumière du jour. C'est une lumière de LED. Vous voyez que ce tableau n'est pas très très beau. On obtient une lumière qui est blafarde et qui ressemble beaucoup à celle qu'on trouve dans les films de science-fiction. Ici, 1984. Donc il y a lieu peut-être de se méfier de certaines de ces lumières du futur et de ne pas se les laisser imposer. Car avec une rêverie de la petite lumière, le rêveur se sent chez soi. L'inconscient du rêveur est un chez-soi pour le rêveur. Le rêveur se double de notre être. Ce clair-obscur de l'être pensant a, dans une rêverie à la petite lumière, la sécurité d'être. Bravo. Bravo, merci beaucoup. C'est de la grande Pechakucha. 6 minutes 40 comme ça, c'est du mastoc. On le remercie beaucoup. Et on passe à Christophe Guignard. Alors Christophe Guignard est à l'origine, avec Patrick Keller, il est architecte et est à l'origine du bureau d'architecte fabrique.ch. Je vous invite à aller le voir, c'est un site qui est très bien fait.
où il mêle interaction, dans sa pratique, il mêle interaction, recherche, expérimentation. Je dirais qu'il a tendance à vouloir rendre tangible ce qu'il ne voit pas. Le digital, ça c'est en tout cas dans des projets plus anciens. Il va nous présenter des projets plus récents aujourd'hui. Ça fait 10 ans en tout cas qu'il présente des travaux dans des espaces contemporains européens et suisses. Et donc on va l'écouter sur les travaux en cours, j'imagine. Merci. Alors, en 1923, Le Corbusier définissait l'architecture comme le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. On pourrait aujourd'hui étendre la définition à l'ensemble du spectre électromagnétique tant l'espace dans lequel nous vivons a changé. Mais non seulement le spectre s'est étendu, mais il s'est complexifié. Et le projet que je vais vous montrer, le premier projet que je vais vous montrer s'appelle Perpetual Tropical Sunshine et il témoigne de cette complexification de l'espace et de l'interconnexion que l'on peut avoir entre des lieux proches et distants. Ici, le projet est de reproduire de manière abstraite le soleil des tropiques, à la fois dans sa forme de lumière et dans sa forme de chaleur. L'écran que vous voyez là est composé de centaines d'ampoules à infrarouge qui sont connectées à différentes stations météorologiques et en fonction des conditions climatiques que l'on rencontre donc dans ces différents points le long du tropique du Capricorne, le logiciel que nous avons développé pour cette installation sélectionne automatiquement les lieux où il fait beau. Évidemment, il faut qu'il fasse jour, donc tous les endroits où il fait nuit, tous les endroits où il pleut sont automatiquement éliminés et cela crée comme ça une espèce de soleil, de jour permanent, d'été permanent que l'on peut reproduire ici à Lyon au mois de décembre pendant la fête des Lumières. Les gens sont soit debout, soit couchés sur des transats en train de faire une sorte de voyage immobile à travers l'espace puisque à chaque fois que le soleil quitte l'écran, eh bien, c'est un autre lieu qui est automatiquement chargé. Ici, une autre image, parce que l'installation, elle, même si les gens ne voyageaient pas beaucoup, l'installation a voyagé un petit peu partout en Europe, en Norvège, en Espagne et ici à Paris, dans une ancienne église, enfin plutôt récente en fait, puisqu'elle a été construite avec des poutrelles métalliques qui provenaient de l'exposition universelle de 1855. Donc une autre manière d'amener les tropiques à Paris. Deuxième projet complètement différent qu'on va bien voir arriver. Voilà, il s'agit d'iWeather. C'est un projet que nous avons développé avec un autre architecte qui s'appelle Philippe Ram, qui a aussi diplômé à l'EPFL. C'est un projet qui propose le premier climat artificiel basé sur le métabolisme humain. C'est un climat qui est basé sur l'émission de lumière, ici bleu, qui varie du bleu à l'orange et qui permet de réguler le taux de mélatonine distribué dans le corps par notre système hormonal. Alors, c'est un climat qui permet d'être déconnecté complètement du cycle de jour et de nuit auquel nous sommes habitués avec le soleil, dans des cas, par exemple, de voyage, de jet lag ou de choses comme ça. C'est un climat open source, ce qui veut dire que plusieurs personnes peuvent l'utiliser librement. Ici, on voit un projet de Philippe Ram qui s'appelle Split Times Café, où les utilisateurs, les gens qui veulent prendre un verre, peuvent choisir s'ils veulent être dans l'espace bleu, par exemple en début de soirée, ou dans l'espace jaune, plutôt en fin de soirée, pour éviter de perturber leur horloge interne. Ça existe aussi pour iPhone, donc vous pouvez avoir votre climat transportable à disposition où que vous vous trouviez, que ce soit de nouveau lors d'un voyage, par exemple de l'autre côté de l'Atlantique, ou parce que vous avez fait une session de jeu connectée toute la nuit, puis il faut vous resynchroniser avec le jour qui se lève, vous avez la possibilité donc de le faire de cette manière-là. Pour être tout à fait franc, la puissance actuelle des écrans de portables n'est pas suffisante pour vraiment avoir un impact. Mais disons, c'est plus pour l'idée du projet. Et un troisième exemple de l'utilisation d'iWeather, c'est une installation que nous avons créée l'année dernière, une espèce de fiction pour un éclairage public dans des colonies distantes sur Mars ou sur d'autres planètes. Troisième et dernier projet que je voulais vous présenter ce soir, il a trait à la globalité
du monde à laquelle on fait face aujourd'hui, et également à la lumière électrique, la lumière qui commence une deuxième journée lorsque le soleil se couche. Eh bien, cette lumière électrique, nous l'avons utilisée dans ce projet-là qui s'appelle Fenêtre Arctique, non pas simplement pour fonctionnellement éclairer un lieu comme ici, mais pour transmettre une information lumineuse d'un lieu qui contient encore du jour, qui est encore éclairé par le soleil, en l'occurrence ici au nord du cercle polaire, pour transmettre cette lumière, cette information lumineuse à une installation qui se trouvait à Marseille sur les îles du Frioul, et qui s'éclairait petit à petit au fur et à mesure que le soleil descendait. Eh bien, l'installation s'éclairait pour assurer comme ça une continuité du jour. On a ici une vue de l'installation avec Marseille en arrière-plan. On reconnaît ces lumières artificielles au sodium, orangées, très monotones, comme ça, très fonctionnelles. Tandis que la lumière que nous avions installée là, reproduite par des LED, variait comme ça de manière permanente en fonction des conditions climatiques qui se trouvaient au nord du cercle polaire. On voit ici une vue encore de cette installation qui était accompagnée donc d'une tente, comme d'une expédition scientifique qui pourrait avoir eu lieu comme ça sur cette île du Frioul ou sur le Spitzberg ou ailleurs dans le Grand Nord. La tente contenait donc les instruments de contrôle et les capteurs locaux. L'installation éclairerait par exemple ici des buissons méditerranéens qu'on pourrait voir aussi comme une espèce de clin d'œil, assez dramatique il faut dire, au réchauffement climatique, en imaginant que ces plantes puissent pousser un jour justement au nord du cercle polaire. Alors voilà, ce sont des projets qui sont un petit peu en marge de l'architecture traditionnelle, mais qui, à mon avis, questionnent les enjeux de l'espace contemporain, que ce soit dans ces interférences spatiales ou temporelles auxquelles on est confronté au quotidien sans en être vraiment conscient. Je vous remercie. Un autre de l'EPFL également, on va passer la parole à Frédéric Courbin, qui est astrophysicien. Il a fait l'université, enfin quand je dis que c'est un autre de l'EPFL, c'est-à-dire que maintenant il collabore avec l'EPFL, mais il a fait ses études à Paris et à Liège. Il a quitté l'Europe pour regarder le ciel au Chili. Et d'ailleurs, il est fraîchement arrivé, ça fait une semaine qu'il prépare la Pechacucha, c'est ça ? Et du coup, il va nous faire part de ses observations, son travail. Je vais lui passer la parole. Merci. Merci. Alors moi, je vais essayer de vous faire passer un message simple. Le fait que la lumière est en fait le seul vecteur d'information en astrophysique, et que c'est donc le seul moyen qu'on a de faire de l'astrophysique. On s'en rend compte avec ces simples images de la Voie lactée, par exemple, où les nuages rouges ici sont de l'hydrogène, on a de l'oxygène ici en bleu, la poussière intergalactique dans la Voie lactée, qu'on revoit ici, qui absorbe la lumière d'arrière-plan émise par les étoiles. Donc ça, c'est une vue à grand champ de notre Voie lactée, vue depuis le Chili, avec le bulbe de la Voie lactée, et puis le disque. On se trouve dans une galaxie qui ressemble à un disque, qu'on peut voir de face ou de profil, on en verra des images tout à l'heure. Voilà une vue à encore plus grand champ, qui est assez fantastique. Est-ce que c'est moi qui ai coupé quelque chose? Je crois que oui. Ok, donc dans cette vue-là, vous avez la Voie lactée sur 360 degrés, avec 2 satellites de notre Voie lactée. Puis vous avez ici le système solaire, la planète Jupiter, le Soleil évidemment, et puis la lumière diffuse des poussières dans le plan de l'orbite des planètes. Alors la Voie lactée dont je parlais tout à l'heure, voici un exemple. Ça, c'est pas la Voie lactée, c'est telle qu'elle serait si elle était vue de l'extérieur. Donc on a un disque spiral avec des étoiles de faible masse et vieilles au centre et rouges, et des étoiles de grande masse et extrêmement jeunes dans les bras spiraux. Alors nous, on se trouve dans une galaxie un peu comme ça. La voilà maintenant vue de profil. C'est exactement la vue qu'on avait tout à l'heure de la Voie lactée vue depuis la Terre. On reconnaît les poussières ici, le bulbe, et nous on se trouve à peu près à 2/3 de la distance entre le centre et le bord de la Voie lactée. Alors toutes ces images, il faut des télescopes pour les prendre, donc il faut se donner des moyens assez exceptionnels, donc on met ces télescopes dans des sites exceptionnels comme au Chili, où l'atmosphère est à la fois transparente, le ciel parfaitement bleu ici, sèche et stable. Donc on a des images
très profonde, donc on recueille beaucoup de lumière, beaucoup de photons, et on a des images très nettes. Alors évidemment, les sites, s'ils sont favorables à l'astronomie, ils ne sont pas très favorables à la vie de l'être humain. Donc il faut enterrer les astronomes la journée pour pouvoir vivre à ces altitudes. Donc on construit des hôtels un peu comme ça, un peu comme des bunkers, c'est-à-dire à l'intérieur, on dote ces hôtels d'un système d'humidification aussi écologique que sophistiqué, disons. On voit ici une bananeraie qui est dans l'hôtel de l'observatoire à Cerro Paranal au Chili, avec la piscine, les bananiers qui produisent l'humidité, et puis la coupole qu'on ferme pendant la nuit pour ne pas polluer le site astronomique avec la lumière artificielle de l'hôtel. Alors voilà un exemple de télescope qu'on utilise. Ici on pointe vers le centre de la Voie lactée, voilà le télescope, et si les images ne sont pas en fait assez nettes, du fait du brouillage des images par l'atmosphère de la Terre, eh bien on peut tirer un laser, non pas pour faire un trou, mais pour créer une étoile artificielle qui va permettre de corriger de la turbulence atmosphérique. Alors les télescopes qu'on a actuellement sont grands, 8-10 mètres de diamètre, pour collecter beaucoup de photons. Il y en a des encore plus grands, comme celui-ci, qui est un projet qui est en fait presque complètement financé, 40 mètres de diamètre. Donc, vous avez une voiture ici à côté. Donc ça, c'est vraiment ça sera le plus gros télescope du monde, je dirais dans les 10-15 années à venir. Donc construit par toute une collection de pays européens. On peut aussi observer le ciel à d'autres longueurs d'onde, par exemple dans les longueurs d'onde radio, avec des antennes. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est un observatoire qui vient de se construire au Chili, qui n'est pas terminé d'ailleurs, et où on pourra voir donc le ciel à des longueurs d'onde qu'on n'avait jamais observées avant. Et puis évidemment, les observations qu'on connaît un peu plus, celle du télescope spatial Hubble. Donc lui, il est hors atmosphère, donc il permet d'avoir des images extrêmement nettes, pas brouillées par l'atmosphère. Il peut observer aussi à toutes les longueurs d'onde, dans toutes les couleurs, donc, pour collecter des informations de différents types sur les objets astronomiques. Alors voilà un exemple. Alors ça, c'est pas pris avec le télescope spatial, mais c'est des observations multilongueurs d'onde. Vous avez ici une galaxie, un peu comme la nôtre, même si elle ne ressemble pas tout à fait, dans le domaine optique, dans le domaine radio, rien à voir, dans le domaine des rayons X, rien à voir, et l'image composite ici qui permet de déduire des informations sur la physique du gaz, des étoiles dans ces galaxies. Alors, autre image composite, cette fois-ci prise avec le télescope spatial Hubble, où on voit des dizaines de milliers de galaxies. Il n'y a quasiment aucune étoile dans cette image. Et on a accumulé la lumière pendant environ 200 heures. C'est pour ça qu'on dit que l'image est profonde. On peut voir des galaxies extrêmement faibles, extrêmement ténues dans cette image. Alors tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant tient en fait dans le petit triangle jaune ici, 4% de l'énergie de l'univers. Ça, c'est ce qu'on voit. Puis il y a ce qu'on ne voit pas, 73% d'énergie noire. Non seulement qu'on ne voit pas, mais qu'on ne comprend pas. On ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est là. Puis la matière noire, là, on sait un peu plus ce que c'est, mais on ne voit toujours pas. Et on peut voir tout ça de façon indirecte, encore une fois grâce à la lumière. Ou en fait, grâce à l'effet de l'antigravitationnel. Donc, par exemple, on en a un exemple ici, où on a un arc qui est en fait une galaxie très lointaine, qui est déformée par une lentille qui est là. C'est en fait la masse de cette lentille qui a dévié la lumière et qui a provoqué, qui a provoqué comme ça une distorsion des galaxies d'arrière-plan. Donc là, vous avez en fait un amas de galaxies, tous les points verts, là, c'est des galaxies extrêmement massives, des milliards de masses solaires, et tout le reste derrière, c'est des images déformées de galaxies en arrière-plan. Et c'est en utilisant ces images déformées qu'on va pouvoir savoir combien de masses, visibles ou pas visibles, a donné lieu aux distorsions. Alors on peut faire des simulations de tout ça, on a ici les points bleus, par exemple, sont des galaxies très lointaines, et puis tout le reste en rouge, c'est l'univers simulé, puis la lumière se propage de façon tordue dans l'univers, et puis on observe des tas de galaxies, ici en bleu, complètement déformées par des choses qu'on ne voit éventuellement pas. Donc tous ces trucs rouges que je montrais là, c'est une simulation. Et on essaiera d'observer ça, donc ça c'est un grand projet européen de l'ESA, dont la décision sera prise le 4 octobre. Donc on pourra cartographier l'entièreté du ciel dans le domaine optique pour mesurer la distorsion gravitationnelle de milliards de galaxies. Donc grâce à ça, on pourra étudier la matière sombre. Et jusqu'à ce que cette image soit prise, l'image la meilleure qu'on ait du ciel pour faire de la cosmologie, c'est en fait celle-là, pas très impressionnante, mais c'est ce qu'on voit dans le domaine des micro-ondes, et qui est en fait, jusqu'à présent, la meilleure preuve de la validité de la théorie du Big Bang. Donc, regarde, le fait de voir un rayonnement à cette longueur d'onde indique que la théorie du Big Bang est correcte. Merci beaucoup. Voilà.
Voilà, c'est un cours rapide. Waouh. Bon, on repart sur autre chose. Alors, Frédéric Courbin observe la lumière ou l'utilise aussi. On va voir maintenant le travail d'une plasticienne. Elle est Sophie Guyot, qui est licenciée d'histoire de l'art à Lausanne et qui utilise la lumière pour ses projets plastiques. Dans tous ses projets, il y a toujours affaire avec la lumière. Elle est l'auteur des cocons que je pense vous avez vus ou aperçus en dessous du Learning Center. Et donc, elle va nous présenter les projets en cours. Je vous remercie. Oui, des projets en cours, des projets passés, actuels. Donc, mon matériau de prédilection, c'est donc la lumière. C'est celui avec lequel je m'exprime. Il s'agit toujours d'une lumière qui est contenue. Elle est dans un conteneur. J'utilise la lumière pour conférer la tension faite à la forme qui va recevoir cette lumière. De manière générale, mon travail se penche sur les relations de l'être humain, de l'homme avec la nature, et plus généralement l'interdépendance des espèces avec leur biotope, comment on partage, comment on compose avec le biotope, comment il nous fait et comment on le fait. Alors, je m'inspire de toutes sortes de choses, comme vous pourrez voir après, de formes organiques qu'on peut trouver dans la nature, ou aussi de choses plus ou moins industrielles. Mais j'essaie d'introduire dans l'espace public, d'une façon assez intrusive, assez envahissante, des objets lumineux qui vont coloniser cet espace. Alors là, on a une image d'une de ces petites créatures des bas-fonds des océans. C'est une image que j'aime énormément et je la regarde très très souvent, donc j'avais envie de la partager avec vous. Donc ces objets qui colonisent l'espace public, comme ici, dans cette installation qui s'appelle 3000 Luce. C'est une de mes premières installations à grande échelle que j'ai montrée d'abord à Lyon en 2007 et puis je l'ai reprise au Festival de Gand en 2011. On a ici 3000 fleurs lumineuses qui sont plantées sur une pelouse de 400 mètres carrés par des planteurs qui travaillent de manière extrêmement lente. Ils sont en fait affairés à planter ces fleurs dans la pelouse. Il faut savoir que lors du montage, on monte une moitié des fleurs à peu près. Après, chaque soir, l'installation grandit, s'étoffe. Et c'est un peu l'idée de réfléchir sur quel rapport on a. Est-ce qu'on fait la nature? Est-ce que c'est elle qui nous fait? Et de quelle manière? Voilà, ça c'était une image que j'ai prise à Lyon en 2007. C'était des fleurs qui fonctionnaient avec des LED. Donc elles pouvaient rester allumées 5 jours. On les posait, allumées, et ensuite elles restaient 5 jours sur la pelouse. J'essaie de privilégier des installations dans lesquelles les gens peuvent entrer, qui puissent entrer aussi de manière directe et sensorielle avec ces installations. Donc j'essaie qu'elles soient de prime abord invitantes, qu'on ait envie de rentrer dedans. Et c'est seulement ensuite qu'on peut avoir cette expérience sensorielle où on va peut-être voir les côtés plus tourmentés de l'installation. Ici, c'est une installation qui s'appelle Into the Blue, que j'ai montrée à beaucoup d'endroits. Ici, c'est à Bilbao. C'était dans un endroit extrêmement urbain, au milieu d'un escalier. Ici, une installation que j'ai montrée, que je montre toujours d'ailleurs, parce que c'est pendant 3 ans au Paléo Festival. C'est une installation qui est faite de 10 fleurs géantes qui poussent à travers le plafond d'une tente. J'aime bien les images de montage, en fait. J'en prends énormément à chaque fois que je suis en montage. Je trouve qu'elles sont souvent... l'installation est presque toujours, à mon avis, aussi bien en montage qu'une fois faite. Parce que je trouve que les objets prennent leur place et ça induit un rapport nouveau complètement avec les gens. Et ici, c'est une installation qui s'appelle Les Amibes. Elle est au Parc du Futuroscope à Poitiers. C'est 5 structures qui font à peu près 1,30 m de haut. Elles pulsent chacune d'une lumière blanche, mais elles ont un capteur qui fait que quand elles vont détecter une présence humaine, elles vont passer instantanément tout ensemble au bleu. Donc encore relation avec l'homme. Et là, alors c'est un volet complètement différent de mes activités qui traite toujours du même sujet.
mais d'une manière plus ludique. Il s'agit de taguer des murs avec, donc de mettre des inscriptions que je vais réaliser avec des LED. Donc c'est tout simple, c'est un petit dispositif, on clip des LED sur une pile bouton et ensuite je la colle avec du mastic contre le mur. Donc toujours cette envie de savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait des biotopes urbains, qu'est-ce qu'ils font de nous, comment est-ce qu'on peut s'en emparer aussi pour leur faire dire ce qu'on a envie ou alors pour poser des questions. Là, la question reste toute la nuit contre le mur. Ici, une installation qui n'a pas eu lieu. Donc, il s'agissait d'immerger une centaine de cocons dans le Rhône. Peut-être c'était un petit peu mégalo, donc effectivement, ça n'a pas passé. Il y a pas mal de projets non aboutis dans mon ordinateur, dans mon disque dur. Puis, souvent, ils trouvent une nouvelle réalisation. Comme par exemple celle-ci, qui est celle que vous pouvez voir ce soir sous la voûte du Learning Center, avec ces 45 cocons qui comportent aussi une installation sonore qui est faite de boîtes à musique. Ça, c'est la même installation que je vais montrer la semaine prochaine à Bruxelles. Donc les mêmes éléments, mais disposés complètement différemment, avec une installation son qui elle aussi sera complètement différente, qui sera une bande son faite pour l'occasion, dont le but est vraiment de faire ressortir la tension de l'objet en tant qu'un objet vivant. De l'interdépendance des êtres vivants avec leur biotope, j'ai glissé un petit peu, peu à peu, vers la vie propre des murs, des maisons, c'est-à-dire la vie propre qu'elles peuvent avoir en tant qu'objet, ou alors la vie propre qu'elle peut avoir qui est liée à ses habitants. Ça, c'est une installation qui s'est faite au Festival de la Cité l'année passée. Et je travaille maintenant sur une nouvelle installation qui va reprendre cette idée, mais avec justement des sons qui feront ressortir cette vie propre de la maison et cette relation avec ses habitants. Et ça, c'est un projet qui est en cours, qui reprend toujours cette même idée, mais qui essaie d'aller plus loin et d'établir avec le visiteur une relation, une interdépendance. C'est-à-dire que selon les réactions des visiteurs, la maison va elle aussi changer de façon de se comporter. Merci. Voilà, de beaux projets entre art et architecture. Et à ce propos, on va pouvoir continuer avec Estelle Becker. Estelle Becker est éclairagiste. C'est un métier qui est au fond peu connu, et donc elle va pouvoir nous en parler. Éclairagiste, régisseuse, scénographe. Elle est indépendante, mais elle travaille pour de nombreuses compagnies, pour Dorian Rossel, STT par exemple. Et du coup, elle participe à de nombreux projets aussi d'autres personnes. Elle est aussi responsable technique de l'Alambic à Martigny, c'est juste ? Oui. Voilà. Et elle va nous présenter ses travaux. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Alors voilà, donc je suis éclairagiste et régisseuse. Régisseuse, ça veut dire que je tourne aussi des spectacles, donc la lumière des autres, pas que mes lumières à moi. Ici, donc c'est moi devant une de mes installations lumineuses qui est un petit peu scénographique. Et je ne suis pas scénographe. Je vais juste corriger ce qu'a dit monsieur, je ne sais plus son nom, monsieur Yuri. Voilà. Donc voilà, ça c'est Soupçon. C'est un spectacle. C'est un spectacle avec une boîte derrière qui s'ouvre. Et là, c'est la télévision. Ils sont en train de faire jouer la télévision. Donc il y a le cadre blanc qui est éclairé par un projecteur. Oh là, ça va vite. Voilà, donc là, le cadre s'est ouvert. On est à l'intérieur de la boîte et c'est des rampes lumineuses qui éclairent par-dessous. Donc on voit que les personnages sont leur ombre. Donc souvent au théâtre, on remarque les ombres. Et c'est souvent un grand problème lorsqu'on est éclairagiste, ce sont les ombres. Donc voilà, ça c'est un éclairage qui est en latéral, qui serait pris dans cette salle par exemple par ici, et qui éclaire toute la boîte. C'est une lumière HMI qui imite la lumière du jour. Voilà, donc on est toujours devant cette boîte qui est ouverte et là il y a de la vidéo. Et lorsqu'il y a de la vidéo, c'est toujours compliqué d'éclairer les comédiens devant la boîte sans atteindre la vidéo. Donc pour ça, il y a des différents axes de projecteurs. Comme ici, vous voyez, il y a des projecteurs
et ils ont un certain axe qui permettent de m'éclairer moi et de ne pas éclairer dans la boîte, enfin sur l'écran. Ce qui créerait une grande ombre blanche. Ensuite, là, c'est toujours notre boîte qui s'est ouverte un peu plus. Donc là, il y a un comédien à l'arrière-plan qui est éclairé par un éclairage latéral, donc qui viendrait dans cette salle comme ici. Et ensuite, donc toujours cette boîte ouverte. Et là, c'est un éclairage par réflexion. Les projecteurs tapent sur la planche blanche qui est derrière et qui reflète sur les visages des comédiens. Le blanc est un fort pouvoir de réflexion à cause de l'addition soustractive, que vous connaissez tous, bien sûr. Ensuite, toujours notre boîte qui s'est carrément complètement ouverte. Et là, les personnages sont séparés. Ils ont chacun un projecteur qui les cadre, car avec les projecteurs, on peut ouvrir ou refermer l'optique et recadrer les comédiens. Ensuite, ici, c'est un décor de théâtre qui n'est pas du tout éclairé par des projecteurs, mais par l'éclairage de la salle, donc des iodines ou des tubes néons, afin qu'on voie le travail qu'on effectue pendant le montage du décor et de la lumière, et le même décor qui maintenant est éclairé par de la lumière travaillée, parce qu'au théâtre, on doit travailler la lumière, car lorsqu'on entre dans une salle de théâtre, il fait totalement noir, et contrairement au cinéma, on ne bénéficie pas de la lumière du jour. On doit recréer chaque lumière, toutes les lumières, la lumière du jour qui vient des fenêtres ou la lumière artificielle. Voilà, là c'est un éclairage qui représente la nuit. C'est une scène qui se passe la nuit, donc on représente souvent la nuit par le bleu au théâtre. Pourquoi, je ne sais pas en fait, c'est dans notre imaginaire. Voilà. Donc ici c'est une pièce très originale qui commence par un éclairage néon, donc la lumière diffuse. Il n'y a donc pas d'ombre. C'est un éclairage assez blafard, assez froid, qui n'est pas forcément beau. Et on va voir par la suite, voilà, un éclairage plus qui donne une direction beaucoup plus nette. Et là, effectivement, il y a des ombres au sol. Et ce qui est intéressant dans la lumière, c'est toujours de regarder les ombres, notre ombre. Donc on sait d'où vient la lumière, en fait, par exemple, comme ici, elle part. Voilà, donc c'est toujours cette sculpture lumineuse. Donc là, on voit tous les projecteurs qui sont attachés à des barres de fer et qui étaient le seul éclairage du tableau que vous avez vu avant. Et il y a juste un éclairage sur la table qui éclaire les deux Barbies, un éclairage latéral. Alors ça, c'est mon frère en fait qui a fait cet éclairage. C'était une performance et la lumière là participe totalement à la scénographie. Et c'était un plafond d'ampoules, presque 1000 ampoules en fait qui descendaient petit à petit sur la danseuse qui dansait au sol et qui venait l'écraser. Alors ça, c'est une pièce un peu style boulevard avec un décor. Donc là, c'est un plein feu. Ce qu'on appelle un plein feu, c'est lorsqu'il y a de la lumière qui vient de face et la lumière qui vient des contres à la même intensité, très fortement. Voilà. Ensuite, ici, on peut aussi séparer le décor et le recadrer. Un peu comme si au cinéma, on faisait un plan, un gros plan en fait. Sauf que là, ce n'est pas un gros plan parce que le théâtre... c'est une seule pièce et c'est un spectacle vivant. Et voilà. Ensuite, toujours le même décor, mais éclairé en contre-jour avec un cyclo. Le cyclo, c'est un grand écran blanc derrière lequel on met des projecteurs et qui donne une couleur. Et on peut mélanger les couleurs avec des filtres, les filtres de couleurs. Et comme vous le savez, la lumière est bleue, verte, rouge. Et ces filtres vont retranscrire les couleurs selon leur couleur à eux. Voilà, donc toujours le même décor, une scène plus ou moins de nuit, où effectivement là, ce qui est compliqué, c'est de ne pas aller éclairer le décor derrière. On ne veut pas voir le bas du décor, donc on va éclairer les personnages en latéral. Et ici, c'est une pièce au Japon, à Osaka, qui est un éclairage qui est réalisé par mon frère. Et c'est une scène familiale
donc un gros conflit qui est éclairé en monochrome pour accentuer la scène. Merci beaucoup. Alors évidemment c'est court parce qu'ils ont plein de choses à dire et puis effectivement on aimerait bien en savoir un peu plus. Donc n'hésitez pas, s'ils ne sont pas partis, s'ils ne sont pas encore enfuis, à la fin de la Pechakucha, il faut leur poser des questions, suivant vos sujets de prédilection. Le dernier Pechakuchiste, Léo Fabrizio, qui est photographe, il expose actuellement à la Galerie Macintosh jusqu'au 15 octobre. Il a étudié à l'ECAL et actuellement il expose dans nombreuses galeries. Il est connu surtout pour la série Bunker, c'est-à-dire ces bunkers qui sont comme camouflés par des chalets, des rochers et bien d'autres choses. Il a tiré des très belles photos. Il a participé à la 9e Biennale de Venise également. Il a reçu 2 bourses, enfin il fait 3 bourses. Il a beaucoup travaillé à l'EPFL aussi, chez Manja, professeur Bassi. Voilà, je lui passe la parole. Merci, bonsoir. Alors, moi, je vais être un peu le cancre ce soir. Avant de vous parler de la lumière, j'aimerais vous parler de l'obscurité. Comme vous savez, l'être humain n'est pas nyctalope, ça c'était juste pour utiliser un terme un peu compliqué, il en faut ce soir. C'est donc dans l'obscurité, la nuit, les ténèbres, que le siège de toutes nos frayeurs se crée, c'est là qu'on a peur, qu'on craint. Et donc c'est aussi le siège de tous nos fantasmes et par extension de nos mythes. On peut donc se poser la question et émettre l'hypothèse que cette chose est liée à la nature de l'homme, qu'elle est ancrée au plus profond de notre ADN et que ce moment de vulnérabilité, ce moment archaïque, on va essayer de s'en échapper. Pourtant, l'obscurité, c'est un moment assez rare. On peut déjà dans le mot obscurité deviner l'idée d'apercevoir, de sentir des choses, des formes sans forcément en comprendre la nature. Et donc dans cette perspective, l'idée même de s'apercevoir d'une source lumineuse nous attire irrémédiablement. Conscient de cette indéniable attirance, on va tenter d'éclairer les choses, de les mettre en perspective. Par exemple, ici, ce golfe, qui est comme une espèce d'imitation de la nature en cage dans un zoo mis en scène. On peut aussi imaginer que cet éclairage massif, qui est censé éclairer un objet bien précis, déborde, sort de sa fonction et éclaire des lieux qui n'ont pas du tout été faits pour être éclairés ou être mis en valeur. Bien sûr, cette lumière est un peu un déchet. On parle aujourd'hui souvent de pollution lumineuse. Donc moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est souvent de capter cette pollution, ces déchets, et de mettre l'accent, de porter mon regard sur ces lieux qui ne sont pas forcément faits pour être regardés ou encore moins éclairés, et de jouer sur ces perspectives, ces mises en abîme, et cette fascination qu'exerce la lumière sur nous, qui attire notre regard. On pourrait même imaginer une attirance parfois mystique qu'amène la lumière. Éclairer, c'est aussi sortir de cette espèce d'inconscience animale qui fait qu'on est attiré par la lumière, un peu presque comme des papillons, pour prendre un cliché. C'est faire un acte de dire, on l'a vu avant avec mes camarades, de dire je prends possession de ces moyens. Donc éclairer, c'est aussi prendre le parti d'éclairer justement ces ténèbres, ces entrailles, comme un espèce de voyage introspectif, dans un acte de dire je vais découvrir ces lieux qui ne sont d'habitude invisibles ou non éclairés, et alors se découvrent des lieux qui sont fantastiques, voire fantasmagoriques, et qui concurrencent facilement les lieux qui sont généralement considérés et revendiqués comme beaux, avec par exemple ici
le monde invisible de ce travail qu'évoquait Yuri tout à l'heure, de ces bunkers et de ces forteresses. Comme ici, pour la petite histoire, une forteresse qui s'appelle le Sonnenberg-Tunnel, qui est sous une colline à l'entrée de Lucerne, 2 tunnels autoroutiers qui pouvaient, puisque c'est désactivé actuellement aujourd'hui, accueillir 20 000 personnes en cas de guerre atomique. Donc voilà ces lieux qui n'ont aucune volonté d'être esthétiques, qui ont la seule volonté d'être fonctionnels et qui, mis en lumière, soit par une lumière artificielle ou mise en lumière par le regard et l'attention qu'on veut bien lui apporter, prennent des formes que je trouve remarquables et j'espère que vous partagerez cet avis. Ensuite, on peut dire que l'être humain s'approprie cette lumière, et si on parle d'être humain et on parle de la lumière et de la lumière artificielle, on peut immanquablement ne pas évoquer la ville. La ville qui se développe comme dans une espèce de mind mapping de notre cerveau, selon des règles notamment géométriques qui nous correspondent bien, qui vont bien avec notre manière de penser, et qui ne sont pas forcément en équation avec la lumière. On peut penser aux formes géométriques, les villes orthonormées, New York, Chicago, qui fonctionnent selon des schémas extrêmement clairs, extrêmement rigoureux. Et puis, si on porte son regard ou qu'on décide de porter un regard différent, on peut voir la ville comme un éclairage ou une source de lumière en elle-même, et porter son attention sur chaque détail. Et donc, l'idée serait de regarder la ville ou essayer de la comprendre en fonction de ses sources lumineuses, de recréer une espèce de mind mapping encore, une espèce de plan. Et alors, dans ce cas-là, l'analogie avec le monde végétal, qui, d'une manière un peu innée, comme je vous l'expliquais au début, l'homme le fait aussi, se bat pour avoir sa place à la lumière et se développe en fonction. Donc mon regard est d'essayer de porter sur des arrangements alors totalement naturels, et je n'interviens pas dessus, le développement de ces végétales comme le développement d'une ville, avec soit une seule espèce qui envahit un espace et qui malgré tout s'organise différemment, ou alors un certain nombre d'espèces différentes réagissant suivant la quantité de lumière qu'ils reçoivent ou qu'ils ont besoin et du terreau qu'ils trouvent à leur disposition pour émerger. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors on arrive à la fin de la Pecha Kucha. Vous avez assisté à peu près 40 minutes de votre temps. Vous savez que la Pecha Kucha, ça peut se faire ce soir, mais ça peut aussi être fait au petit déjeuner. Si vous prenez votre croissant en 20 morceaux, pendant 20 secondes, ce sera nettement plus rigolo. Donc je vous invite à le faire. Voilà. Sur ces belles paroles, je tiens à remercier Cyril Veillon d'Archizoom, directeur d'Archizoom, les affaires culturelles de l'EPFL, Béatrix Boila, le musée Bolo, qui a interrompu les jeux vidéo exceptionnellement pour nous et qui vont d'ailleurs reprendre après la Pecha Kucha. Je remercie les participants qui ont été ce soir excellents. C'est vraiment une belle Pecha Kucha. Dernière chose, il y a une exposition à Archizoom, Las Vegas Studio, qui est encore ouverte actuellement pour la nuit des musées, mais qui a encore lieu pendant 2 mois. C'est une belle exposition sur des photos de Las Vegas en 1969. Et puis sinon, il y a la nuit des musées. Alors très très bonne nuit à vous tous et bonne soirée.